mettez le doigt sur un des paradoxes qui traversent la vie quotidienne, la vie court. Et le sous-titre, il est déjà provocateur parce que philosophie de la dispute, il n'y a pas que de la philosophie, mais aussi beaucoup de psychologie dans ce que vous dites. C'est vrai que vous faites un tri, vous faites un choix, vous ne faites pas preuve de toute la psychologie, mais une partie de la psychologie. Par exemple, tout à l'heure, en disant qu'il n'y a aucun lien entre le fauteuil et la grand-mère, l'exemple que vous avez dit, c'est vrai, rationnellement parlant, mais affectivement parlant, il y a beaucoup de liens. Et votre vie, il est fait aussi d'associations affectives inconscientes, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous faites, comment dirais-je, écho à l'inconscient, mais je crois que l'inconscient aussi joue beaucoup. Je vois aussi que votre philosophie, c'est une bonne philosophie, parce que c'est une philosophie qui est plongée et qui est pleine de temps dans la vie quotidienne. Et je me demande du coup, qu'est-ce qui a fait que les philosophes, à ma connaissance, n'ont pas toujours pris pour objet sérieux de réflexion les sentiments, les émotions, les problèmes de la vie quotidienne. Je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas. Les philosophes ont beaucoup réfléchi sur la raison, sur l'existence, sur la connaissance, sur la manière de voir, sur l'éthique. Mais à ma connaissance, peut-être que je me trompe, vous allez me dire tout à l'heure, ils n'ont pas trop réfléchi sur la psychologie justement. Circulaire, lui de la causalité linéaire. Quand est-ce que les philosophes ont été sensibles à la question de la circularité, alors qu'à ma connaissance, Descartes, entre autres les philosophes, ont beaucoup misé sur la causalité linéaire, n'est-ce pas? Explosive, dans le sens où vous partez dans tous les sens, puisque je vois déjà là un conte, la référence à Rembrandt, puisque vous parlez de l'ombre. Je crois qu'il y a, vous parlez dans une conférence de la présence des portraits collectifs chez Rembrandt, et ça vous inspire dans le travail sur le clan, en fait, le clan Spinoza, l'idée des groupements au XVIIe siècle, donc déjà l'idée d'une espèce comment dirais-je, de multiplication de petites minorités qui discutent, voilà, des controverses qui sont très très fertiles. Alors ma question est, quelle est la place au juste de la littérature, de l'art, dans la manière d'intégrer justement le négatif? Et parce que la philosophie c'est le concept, c'est quelque part la rationalité, n'est-ce pas, une certaine rigueur, et généralement quand on parle de littérature, alors là c'est l'imagination, etc. Vous semblez au contraire intégrer absolument la part comment dirais-je, de la matière littéraire, picturale. Vous avez écrit donc la vie de Spinoza ou le parcours de Spinoza entre littérature et philosophie. Alors quelle est justement la part de l'art en général comme ça dans cette philosophie de la dispute? Alors concernant des interactions entre groupes et non seulement entre individus qui ont lieu au sein de la société. Alors comment peut-on faire quelque chose de positif même s'il se présente comme étant des interactions conflictuelles? Ouais, ça c'est une... Et ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence qui est vraiment très fructueuse et dynamique et interactive. Je suis enchantée de vous voir aujourd'hui et de vous parler. Vous m'avez, on dirait, attiré l'attention quand vous avez parlé certainement de thermostat et surtout les effets que vous avez dit, et surtout en mécanique des fluides, que j'ai une discipline que j'admire. Certainement que quand je l'ai étudié, j'ai constaté que plusieurs approches que vous avez mentionnées sur votre philosophie, il est, on dirait, compatible. Parce que Euler ou bien Navier-Stokes, en fait, ces savants-là ont permis de bien en fait décrire ces phénomènes qu'on connaît de tous les temps, de tous les jours. Et c'est quelque chose d'important, et surtout la causalité linéaire ou même circulaire que vous avez mentionné. Ma question, c'est, on dirait, comment on pourrait
est-ce que vous pourriez en fait y donner un exemple beaucoup plus précis dans votre explication? Mais un exemple de quoi exactement? Certainement de la rétroaction que vous avez mentionné de thermostat. C'est-à-dire la même chose que le thermostat, mais pour des humains? La philosophie a été C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, pour le... Mais votre façon très imagée à nous expliquer des mots-clés, des outils, c'est très intéressant. Alors, lorsque vous étiez en train de parler de l'intention, que ce n'est pas quelque chose de très prépondérant dans une dispute, que parfois on dit des choses qui sont plus méchantes, d'accord? Il y a un dicton qui m'a traversé l'esprit, je vais essayer de le traduire, c'est que la vraie personnalité de la personne surgit lors des disputes. Ça veut dire, ça se dévoile la partie noire, la partie sombre de notre personnalité. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut se fier à ce dicton? Est-ce que non, parfois c'est juste parce qu'on s'emballe, parce qu'on parle, parce qu'on respire pas, parce que parfois on a le cœur qui bat la chamade et tout ça. Donc, est-ce que c'est correct? Et deuxièmement, je l'avoue, je ne connais pas vraiment les travaux de Spinoza. Une question après l'autre, parce que je les oublie. D'accord. Alors, je vous réponds maintenant. Après vous posez la question. Spinoza connaît-il très peu au lycée, peut-être en raison de la grande difficulté qu'oppose à sa philosophie. La question, c'est que nous proposez-vous pour pouvoir nous initier à sa philosophie et à notre échelle, bien sûr? Généralement, on parle de l'univers de la philosophie, c'est-à-dire un univers fermé, hermétiquement parfois, difficilement accessible, mais c'est. Et la dame vient de dire que la philosophie était un peu sa bête noire, c'est pour asseoir et réconforter quand même un constat a priori qui stipule que la philosophie, ça reste un peu le domaine des intellectuels avec un I majuscule. Et donc, c'est un peu la dépouille, c'est un peu l'écriture, la lecture des textes qui sentent la naphtaline, du jargon philosophique un peu inaccessible, difficile, et qui laisse un peu le grand public scolaire notamment, découpé, déconnecté de cet univers. Alors moi, ma façon peut-être de voir ou de faire la philosophie, je ne suis pas philosophe, c'est un peu la philosophie de tous les jours, c'est-à-dire considérer la philosophie comme étant un mode de vie, hein, comme tous les jours. Il n'y a pas que les philosophes qui parlent philosophie, mais tout le monde a droit de parler philosophie. La caissière de la supérette, le garçon du café, l'épicier dans une boutique, là, tout le monde peut parler et a droit de parler, à condition, et donc voilà ma façon de... à condition que ça soit accessible, à condition que ça ne se renferme pas dans un univers très hermétique, comme un peu le thème d'aujourd'hui, la philosophie de la dispute, qui va de rebondissement en rebondissement, ça implique la raison, ça implique un peu l'éthique, et c'est un peu de tout. Mais ça penche beaucoup plus vers ce qu'on appelle le développement personnel. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de grande différence entre ce que vous avez développé. Je n'ai pas lu le livre. Je pense que quand vous le lirez, vous verrez une... Voilà. Et donc, j'ai émis des réserves pour dire que peut-être que je changerai d'avis une fois lu le livre, mais d'après un peu les développements que l'on a entendus à travers les questions posées, je n'ai pas été assez convaincu. Et donc, je peux dire que, voilà, vous ne sortez pas des sentiers battus, vous vous inscrivez dans un peu l'univers de la philosophie qui n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je rêve d'une philosophie qui soit accessible à tout le monde, avec un jargon facile, et donc qui permet un peu aux gens de comprendre d'abord leur rapport aux autres, à l'univers et à eux-mêmes. Merci.
Euh,